Puis, dans le même temps, on a aussi posé la question sur un référendum sur le rétablissement de la peine de mort pour les crimes qui touchent les enfants. Et là, la réponse, c'est un oui à 68%. Voilà la réponse des Français. C'est vrai qu'on ne peut pas le nier quand on interroge les Français sur le terrain, quand on entend aussi certains proches de victimes. La peine de mort revient souvent sur le tapis. Alors on n'est pas là bien sûr pour faire la promotion de la peine de mort, mais est-ce qu'aujourd'hui il faudrait au moins poser la question aux Français et faire un référendum sur cette question ? C'est parfaitement logique que la peine de mort revienne sur le tapis très régulièrement. C'est la même chose pour le terrorisme. Il y a quelques semaines, on se souvient que le logisticien quand même, des attentats du Bataclan allait être remis en liberté après seulement 10 ans de prison. Donc, face à ce type d'affaires-là, évidemment, ça revient à chaque fois dans le débat public. Mais pourquoi ça revient dans le débat public ? Précisément parce que les peines qui sont effectuées et la réponse pénale n'est pas suffisante au vu des Français, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a un échec patent de ce point de vue-là. Encore une fois, un terroriste, le logisticien du Bataclan qui fait que 10 ans de prison, désolé, mais c'est choquant. Là, ici, pareil, le fait que des pédocriminels restent dans la nature, qu'ils puissent être relâchés, alors même qu'ils ont un potentiel de récidive majeur, c'est pour ça qu'on se dit peut-être que la seule manière qu'ils ne récidivent pas, c'est de remettre la peine de mort. Donc c'est pour ça que ça revient dans le débat public. Donc faites ce sondage-là, c'est le constat de l'échec de la réponse pénale globalement. C'est qu'effectivement, il y a une colère grandissante, une défiance vis-à-vis de la justice, mais pas que aussi. Il y avait ce point très intéressant où elle évoquait les propos d'Emmanuel Macron qui n'ont pas été bien pris par les Français. Ils ne comprennent pas effectivement la réaction du chef de l'État. Oui, c'est sûr que les propos d'Emmanuel Macron étaient extrêmement maladroits. Dire qu'on ne répond pas à un fait d'actualité par des cris, alors que justement c'est un cri très profond que les Français ont poussé, ont tous ressenti ça dans leur chair, et aussi sans prendre en compte que c'est en fait... C'est aussi l'aboutissement. Ça fait des années qu'on se retrouve avec une réponse pénale qui n'est pas au rendez-vous. Et donc finalement, les Français ont le sentiment que tant qu'ils disent juste « on veut que les criminels soient en prison », on veut que la justice, elle pense plus aux victimes qu'aux criminels. Parce qu'aujourd'hui, les magistrats, on a l'impression qu'ils pensent toujours plus au bien-être des criminels, que oui, trouver des circonstances atténuantes, la culture de l'excuse, plutôt que de penser aux victimes et à leurs besoins de se reconstruire. Donc, c'est tout ce contexte-là qui fait qu'en fait, les Français n'ont tellement pas été écoutés que leur dernier choix, leur dernière option, c'est de crier. Et l'étape d'après, s'ils sont toujours pas entendus alors qu'ils crient, qu'est-ce que ça va être ? C'est vraiment... voilà, c'est ça l'état de fait. Donc, il y a... véritablement une situation un peu pré-révolutionnaire avec une confiance dans les institutions qui sont au plus bas, oui. Alors même que les Français gardent confiance dans la démocratie, qu'ils ont un idéal et qu'ils veulent simplement qu'on remette du sens dans notre système judiciaire et dans notre politique. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, qu'il y a une question de moyens, mais les moyens n'expliquent pas tout. En fait, ce que cette affaire démontre, et qui s'ajoute à tout un ensemble de choses, à la faiblesse de la réponse pénale dans le cas d'émeutes, c'est vraiment une goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème aussi philosophique. Je veux dire, quand il y a un tel écart béant entre les peines encourues, les peines prononcées et les peines effectuées, c'est qu'il y a un problème systémique dans notre système judiciaire. Juste pour donner un exemple, dans les cas de viol, c'est 20 ans encourus, 12 ans prononcés, 8 ans fait effectivement, même moins que ça. Donc il y a un vrai sujet à ce moment-là, et c'est là où les propositions pour renverser la table un peu et changer profondément ce système, remettre en cause des dogmes qui sont des dogmes qui ont été imposés récemment, y compris par la réforme de Mme Taubira en 2013. Toutes ces choses-là, l'individualisation des peines à outrance, le fait que les multirécidivistes ne soient pas pénalisés et que en fait les juges finalement ont trop de pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, honnêtement, si les philosophes des Lumières qui ont conçu et mis en œuvre notre République arrivaient aujourd'hui, ils seraient horrifiés de voir comment notre justice fonctionne. Horrifiés, parce que l'inamovibilité des juges, le fait qu'ils aient tout pouvoir sans aucun contrôle. Ok, il y a le Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est vraiment... Peut-être favorable à une cour disciplinaire, par exemple, comme... Exactement. La proposition de Bruno Retailleau est très bonne, parce que sans remettre le pouvoir, enfin redonner le pouvoir aux politiques sur le judiciaire, ce qui ne serait pas forcément une bonne chose, on est d'accord, mettre des citoyens tirés au sort pour contrôler l'action des juges, ce serait extrêmement bénéfique. Elle ajoute également qu'il faut une procédure pénale simplifiée. Est-ce que cela
ça peut être l'une des solutions, parmi toutes les solutions bien sûr qui vont être mises sur la table, et on évoquera aussi celles qui ont été faites par les candidats à la présidentielle notamment. Bien sûr, parce que c'est vrai que le code de procédure pénale n'a fait que s'étoffer, se complexifier, ce qui fait qu'aujourd'hui, les policiers ne passent qu'un tiers du temps sur le terrain, le 2 tiers c'est de l'administratif. J'imagine que c'est pareil au niveau de la justice. Donc c'est clair une question de simplification. Il y a aussi une question de moyens, on l'a dit, c'est vrai que le budget a quand même de la justice a énormément augmenté sous Emmanuel Macron, mais il n'empêche qu'on a toujours 4 fois moins de procureurs et 2 fois moins de juges que la moyenne européenne. Donc il y a un vrai sujet dessus. Oui, mais Florian, je me permets, dans le même temps aussi, les procédures pour viol, enfin les plaintes pour viol et agressions sexuelles ont fortement aussi augmenté. En 2019, on est à 28 000. En 2025, on est à 50 000. Donc forcément, les dossiers aussi s'accumulent. Oui, bien sûr. Et comme monsieur l'a bien dit, en fait, il y a une question de priorisation. C'est vrai qu'on ne peut pas demander au système judiciaire de à la fois prioriser le narcotrafic, à la fois prioriser le terrorisme et à la fois prioriser la pédocriminalité. En fait, ou si on veut le faire, à ce moment-là, il faut donner vraiment beaucoup plus de moyens, y compris redonner du temps, du moyen en temps, en effectif et en budget. Mais je pense que ce qui vient d'être dit est crucial, c'est-à-dire qu'en fait là le fonctionnement qu'on a vu, c'est le fonctionnement normal. Et c'est ça peut-être le pire, c'est de se dire que il n'y a pas eu de dysfonctionnement spécifique dû à une personne qui a été négligente. On ne le sait pas. L'enquête effectivement interne le dira. On aura les résultats vendredi prochain. Je suis d'accord avec vous. Néanmoins, en tout cas sur cette chronologie, il n'y a pas de. C'est classique, c'est normal. Et donc la question, c'est. Sachant que les Français trouvent que c'est anormal, il faut effectivement à un moment changer cela de manière assez profonde. Et donc avec ce seuil, je parlais tout à l'heure de ce seuil de 10 millions d'habitants, c'est une manière aussi de limiter la population, la démographie du pays. Alors il y a 2 mesures effectivement principales, réduire l'immigration et le droit d'asile et le regroupement familial, avec la suppression du regroupement familial. Effectivement, quand on voit tout cela, on se dit, est-ce qu'il y aurait une possibilité aussi en France aujourd'hui de poser ces questions? On parlait tout à l'heure de référendum, via notamment un référendum. Ouais, bien sûr, ce serait nécessaire, mais il faut quand même dire que la Suisse est déjà pas du tout dans le même état de déliquescence migratoire que nous, notamment si on regarde juste l'immigration illégale. Contrairement à chez nous, où le délit de séjour irrégulier a été supprimé, là-bas, c'est pénalisé, c'est jusqu'à 1 an de prison si on est en situation illégale. La détention, c'est pas comme nous, on réfléchit à l'augmenter peut-être à 180 jours. Bon, là-bas, c'est 6 mois prolongeables, encore 12 mois, donc il peut y avoir 18 mois de rétention administrative jusqu'à ce que la personne soit expulsée. Donc, c'est ce qui explique pourquoi ils ont très peu d'immigration illégale, en plus du règlement de Dublin qui leur permet de renvoyer les autres en Europe. Donc, voilà. Et après, donc, les questions qui se posent, une fois que déjà on a résolu le problème de l'immigration illégale, comme ils l'ont fait, il y a les questions de l'immigration légale. Et là, effectivement, si on regarde en tout cas les chiffres français, c'est absolument choquant. Sur les 440 000 titres de séjour de l'année dernière, il n'y en a que 13% qui sont pour l'immigration de travail. C'est-à-dire qu'il y a que 13% des gens qui ont eu un titre de séjour pour la première fois qui viennent travailler. C'est donc 90 000 pour l'humanitaire. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut effectivement réduire. Également autour de 100 000 pour ce qui est du regroupement familial. Or, ici, les conditions par exemple, de ressources ne sont pas suffisantes, ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnes qui vont devenir totalement dépendantes de l'aide sociale et donc vivre un peu au crochet de la France. Et le cas spécifique de la France, c'est aussi quand même énormément de titres de séjour pour l'enseignement supérieur, avec des étudiants qui en fait ne viennent que quelques semaines et qui le reste du temps ensuite passent à autre chose. Mais Florian, c'est vrai que la Suisse est un système particulier qui est très différent du système français. J'ai envie de dire que les mentalités aussi suisses sont différentes. Ils ne réfléchissent peut-être pas aussi comme les Français. Est-ce qu'aujourd'hui les Français seraient prêts à répondre à ce genre de questions et à un tel vote? Mais c'est évidemment ce que les Français demandent. Je veux dire, c'est pas pour rien que beaucoup sur l'échiquier politique proposent des référendums. Pourquoi ils proposent des référendums? Parce qu'il faut changer la Constitution. Il y a des choses profondes à changer dans notre Constitution. Il faut sortir de la CEDH pour justement les questions d'expulsion. Donc il y a des questions très fondamentales de droit avec des changements majeurs à faire. Et donc il faut une révision constitutionnelle. Et pour ce faire, il est beaucoup plus simple et logique, effectivement, de passer par le référendum et de le demander aux Français. Et si vous regardez les intentions de vote et quand vous interrogez les Français sur ce type de mesures, sur ce qu'ils pensent de l'immigration illégale, sur ce qu'ils pensent du niveau d'immigration qu'on a dans le pays,
la réponse est extrêmement claire, ils en veulent moins. Dans une guerre, forcément, il y a des gens qui se battent avec des armes d'un côté, des armes de l'autre. Et quand il y a une technique qui est utilisée comme voilà, les go fast, la police est adaptée, du coup ça marche moins bien, le taux de succès est moins bon, et donc derrière, évidemment, ils utilisent d'autres armes qui sont maintenant de se fondre effectivement dans la masse. De toute façon, face au narcotrafic, qui est une menace existentielle pour notre pays, il va falloir passer, à mon sens, à une société de la surveillance, c'est-à-dire justement, comme vous l'avez dit, plutôt que ce soit sur des moyens d'enquête, avec des écoutes, etc., que par exemple on puisse suivre tout ça par la vidéosurveillance, voilà. Que les véhicules puissent être identifiés par intelligence artificielle comme étant suspects parce qu'elles viennent de tel quartier ou je ne sais quoi, et donc derrière vous puissiez avoir de manière beaucoup plus massivement les informations que effectivement il y a des véhicules qui peuvent être pleins de drogue ou non. Alors,